Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver si nombreux aujourd'hui. On a atteint la barre des 250 inscrits, je crois, pour ce webinaire. Donc, c'est super. Je suis ravi que la thématique du jour vous parle autant. Je suis Yves Le Grouillet, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis directeur marketing chez iAdvise et on va passer les 45 prochaines minutes à décortiquer 3 projets d'IA déployés en production, et j'y tiens, dans l'e-commerce. Cette thématique de webinaire, elle me tenait beaucoup à cœur, parce que je pense que comme moi, vous croulez sous les articles, les études, les projections, les promesses autour de l'IA. On évoque beaucoup de tests, on évoque beaucoup les fameux proof of concept, mais on parle assez finalement peu des cas concrets d'usage de l'IA qui fonctionnent vraiment, qui sont déployés massivement et qui influencent des parcours d'achat en ligne. Donc, j'avais envie de mettre en avant 3 cas, 3 marques qui ont vraiment déployé un projet IA sur leur site e-commerce, qui ont eu des résultats, qui vont vous partager, qui, je suis sûr, ont eu des galères, qu'ils vous partageront aussi. Voilà, c'est l'objectif de 45 prochaines minutes. Et pour ça, j'ai beaucoup de chance puisque j'ai un super casting et je vous remercie encore à tous d'être là aujourd'hui pour nous partager vos retours terrain. Donc 3 cas, on commencera avec un duo de choc avec Rémi Bonnet et Emmanuel Charma. Alors Rémi, tu es chargé de projet e-commerce et CRO chez Fago. C'est ça. Voilà, une marque voisine d'iAdvise, puisque vous êtes également nantais, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. On peut voir des super nouveaux locaux là, dans l'actualité nantaise. Et donc Rémi, tu as construit ce cas avec Emmanuel Charma, qui est Customer Success Team Lead chez Caméléon. Merci Emmanuel. Et pour ceux qui ne connaissent pas Caméléon, c'est la plateforme incontournable d'expérimentation, de personnalisation web. Voilà. Je ne sais pas si je le pitch bien, Emmanuel. Ouais, c'est ça. Ce sont toutes les équipes et on est depuis 2012 en train d'aider nos clients e-commerce dans toutes les industries aussi, automobile, fashion, banking, voilà, dans différentes industries. Trop bien. Et on enchaînera avec Raphaël Grande-Manche, qui est cofondateur et CEO de DataYads. Alors, les plus fidèles à notre webinaire le connaissent bien, puisqu'il est déjà intervenu et qui nous présentera un projet qu'ils ont mené pour Histoire d'Or. Merci, Raphaël. Et enfin, on terminera ce webinaire ensemble avec Nancy Hardy, qui est responsable e-commerce chez Maison Berger Paris, qui fait partie du groupe Emosia. Et c'est elle qui a piloté le déploiement de l'assistant shopping IA sur le site. Donc, Nancy, ravi de t'avoir avec nous. Merci Yves de m'accueillir pour ce webinaire et bonjour à tous. C'est un grand plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec notre premier cas, Fago et Caméléon, je me demandais si vous aviez un petit cas d'usage IA dans le retail là, qui vous a marqué récemment. Alors, on évite de citer sa marque ou sa solution, sinon c'est trop facile. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué récemment, que vous avez trouvé très chouette dans vos usages, même en tant que consommateur au quotidien? Qui veut se lancer? J'y vais. Moi, récemment, là, ce qui m'a un peu bluffé au niveau de l'IA sur le retail, c'est le bot de Carrefour intégré à ChatGPT qui permet d'envoyer son drive directement dans l'app et ensuite de poursuivre ses achats directement avec ça. Sorti il y a 1 ou 2 mois, il me semble. Ouais. Et pour moi, c'est clairement quelque chose de bluffant. Ouais, l'expérience n'est pas encore parfaite, mais la direction qu'il propose est vraiment très chouette. Trop bien, merci Rémi. Il y en a un autre, un petit coup de cœur que vous aviez envie de partager ou pas? Oui, tout à fait. Alors moi, ce sera plutôt dans le domaine du bricolage pour le coup. Ouais. Il y a 2 chatbots qui m'ont marqué. Celui qui déploie Leroy Merlin parce que je trouve qu'il y a plein de cas d'usage intéressants à reprendre sur le monde du e-commerce. Et pour en citer un deuxième, c'est Castorama, où il vous propose des techniques, par exemple, je perce le métal et il va vous dire exactement quel type de forêt il faut pour percer du métal. Il va vous faire tout un laïus, le chatbot, et ensuite vous envoyer vers des ressources PDF, voire sur le site. Donc, hyper intéressant pour des gens qui sont un petit peu débutants en bricolage comme moi et qui ne savent pas trop vers quoi se tourner en général. Ouais, ça me parle aussi, je t'avoue, Nancy, je ne suis pas encore un pro du bricolage. Merci beaucoup. Emmanuel, Raphaël, je ne sais pas si vous en avez un ou si on enchaîne direct. On enchaîne? Allez, c'est parti. Du coup, je vous laisse la main, Rémi et Emmanuel, sur le cas Fago. Je vous laisse nous parler un petit peu de tout ça, ce que vous avez mis en place et comment ça fonctionne, et surtout les résultats que vous avez eus. Ça marche? Parfait.
Alors, du coup, si tu peux passer la slide, Raphaël, s'il te plaît. Donc, Rémi Bonnet, déjà enchanté. Je bosse chez Fago depuis 2 ans maintenant au niveau de l'optimisation de la conversion sur le site web. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Fago, c'est une marque de prêt-à-porter et de basket française, donc qui a été créée en 2009. Aujourd'hui, on a 60 points de vente partout en France. On est présent aussi avec des revendeurs au niveau de l'Europe. En 2025, on réalise 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et 20% du chiffre d'affaires est réalisé via le web. Donc, l'univers, ça a été d'abord la basket et on s'est petit à petit diversifié vers le textile, l'accessoire et la bagagerie. On est basé à Nantes. Voilà. Et moi, je vais vous parler du coup de la partie web et de ce qu'on a fait récemment dessus. Est-ce que tu peux changer la slide, s'il te plaît? Ouais. Donc, sur la partie web chez Fago, on a connu une hausse de trafic énorme sur ces 3 dernières années. En 2024, on a fait un constat, donc hausse de trafic de quasiment 40% sur le site web, notamment dû à des annonces payantes, enfin, du trafic payant, mais aussi de la notoriété, donc de l'organic search, etc. Et avec cette hausse, on n'a pas réussi tout de suite à garder le taux de conversion qu'on avait les années précédentes. Donc en 2025, on décide de refaire notre stratégie CRO. On a segmenté nos passages dans le funnel sur notre site web. On a d'abord amélioré notre page produit au premier semestre 2025. Donc pour améliorer cette page, du coup, on a utilisé Caméléon. Donc on va vous parler comment on a construit nos tests avec Caméléon pour améliorer cette page produit. Et on a aussi amélioré nos pages catégories en passant sur un contenu dynamique géré via Algolia. Ok. Et 2026, enfin, on commence à avoir du mieux au niveau du taux de conversion au début du premier trimestre 2026, grâce à toutes ces expérimentations qu'on a pu faire sur nos pages produits et catégories. Trop bien. Il y a Elliot dans le chat qui demande quel CMS vous utilisez. Quel CMS, donc sur Fago, on est sur PrestaShop. Ok. Voilà. D'autres questions? Non, c'est bon. Du coup, je vais vous détailler comment on a pu faire. Est-ce que tu peux passer la slide, Yves? Ah ouais, rapidement, je vais expliquer aussi avant tout comment Rémi a pu faire avec Caméléon. Donc en septembre 2025, on a lancé notre première version de PBX, Prompt-Based Experimentation, qui permet en fait de venir créer des tests avec du langage naturel. Et depuis cela, en fait, on a maintenant 5 agents IA qui permettent d'aider sur tout le process d'expérimentation, de l'idéation, la création, l'analyse et ensuite la mise en production. On a ces 5 agents IA qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, on parlera de PBX Build dans le cas de Fago. Donc, de l'idéation à la création, à l'analyse, tout cet agent va vous aider à avancer. Ok, donc concrètement, on est passé d'une petite galère de paramétrage, des expérimentations longues à du langage naturel, quoi. C'est ce que l'IA en fait, on a attaqué la partie la plus importante d'abord, le build, qui était la problématique de manque de ressources de développeurs, manque de ressources techniques, pour ensuite accélérer cette partie-là. Et du coup, là, la dernière partie qu'on a attaquée, c'est la partie ship, la mise en production, comment on accélère la mise en production une fois que les idées ont été validées, puisque du coup, ça devient le bottleneck. Avant, c'était la création d'AB tests. Maintenant, en fait, c'est la mise en production des tests. Et du coup, Rémi a pu expérimenter sur quelques cas qu'il va présenter. C'est ça. Donc, je vais vous partager un exemple d'un test avancé qu'on a pu faire du coup avec PBX, l'outil d'IA de Caméléon. Donc, on a par exemple sur nos pages catégories ajouté un CTA d'ajout rapide au panier directement dans Caméléon, donc tout en test, sans développeur. Donc, on a pu faire ce test avec un prompt pour avoir la fonctionnalité back, c'est-à-dire l'ajout au panier enregistré
et ensuite des pompes de précision pour ajuster le CSS et avoir le bouton de la manière qu'on voulait, le bon style, etc. Donc ça nous a pris à peu près 3 heures et on a estimé si on passait à l'inverse sur nos anciennes méthodes de test, c'est-à-dire qu'on passait le test en dur avec notre agence de dev, pour ensuite le tester, ça nous aurait pris à peu près 4 jours de TMA. Donc si le test n'était pas gagnant, on aurait perdu... 4 jours de taf. C'est ça, exactement. Ok. Et ce test a permis de nous augmenter de 16% le montant du panier moyen. Donc, c'est énorme pour une évolution qui a pu être testée en 3 heures de build. Trop bien. Voilà. Trop bien. Tu veux montrer à quoi ça ressemble concrètement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Rapidement, tu peux... Je vais détailler. En gros, on a l'interface de Caméléon qui se fait en surcouche. On va voir cette fenêtre où on va prompter le changement qu'on veut faire, donc en langage naturel, assez précisément en fonction des cas d'usage. PBX va réfléchir, va aussi expliquer son idée, et on va pouvoir voir ici qu'on a ajouté le bouton Ajout panier. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait aussi la sélection de la taille qui apparaît, donc des problématiques techniques, et on a pu ajouter l'avant-après sur les pages listes. Le CTA. Et le code est accessible. Ce n'est pas une boîte noire, donc on pourra parler des performances par rapport à la question de Romain. C'est du JavaScript et du CSS qui sera ensuite disponible pour les développeurs pour aller mettre en prod ou avec la partie ship, nos MCP, pour venir mettre en prod. Je pense que tu peux répondre, Rémi, en fait, sur la partie performance. Pour information, PBX, en fait, c'est un module additionnel dans Caméléon. Ce n'est pas directement sur le site. Nous, on fait avec du JavaScript et du CSS pour les AB tests. Donc, c'est plutôt au global Caméléon, vu que c'est du cache, ça se charge et c'est du code. Ouais, et du coup, pour continuer sur la question de Romain, est-ce que ça impacte les performances? Du coup, pas du tout, et d'autant plus que ce test, il a été fait sur des pages catégories en SPA, donc en contenu dynamique, et PBX a su comprendre la techno de la page, et du coup, on n'a pas eu de problème sur ces pages catégories. Alors que justement, avant PBX, on n'arrivait pas à faire nos tests sur ces pages dynamiques. Le code avait du mal à comprendre la structure de la page. Donc là, non, franchement, on n'a pas eu de problème là-dessus. Trop bien. Voilà. Trop bien. Du coup, en termes de qu'est-ce que ça a changé? Tu te mentionnais un petit peu d'un gain de temps assez évident. J'imagine que ça te permet aussi de tester plus vite, quoi, de tester beaucoup plus de choses, d'itérer beaucoup plus vite. C'est ça. Donc j'en ai un peu parlé du coup, sur l'exemple précédent. Le premier point qui est vraiment gagnant pour nous en utilisant PBX, c'est de ne pas prendre de risques sur nos tests. Donc ça, on se doute, c'est un test un peu évident, mais on en a fait d'autres qui étaient assez avancés au niveau technique. Et avant PBX, on aurait dû du coup dépenser du dev pour ensuite tester la variante. Et si ce n'était pas bon, on aurait perdu de la TMA, donc de l'argent et du temps. Et là, on peut tester rapidement sans prendre le risque. Si le test est perdant, on n'aura perdu que 3 heures et quasiment pas d'argent. Ensuite, le second point, donc du coup, c'est la complexité. Pareil, je l'ai évoqué. Sur nos pages dynamiques, on arrive à faire ces tests assez facilement, qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Et même en passant avec notre agence de dev, on a vraiment du mal à faire des tests sur Algolia. Et justement, avec PBX, pareil, ça passe. Et enfin, pareil, sur la fiabilité. Donc, comme le test est fait avec l'IA, on peut préciser notre prompt, mais si on oublie un tout petit passage, par exemple, là sur le test que je vous ai montré, on n'a pas de choix de taille sur nos accessoires. Et c'est quelque chose que l'IA reconnaît et donc ne propose pas la popine en plus de choix de taille et ajoute directement le panier. Donc ça peut être des exemples comme ça. On a moins de bugs, moins de surprises en recette. C'est-à-dire que PBX pense à des choses qu'on n'a pas forcément pensé en faisant le prompt. Et donc, on a moins de bugs sur les différents devices, etc. Par rapport aux autres méthodes de dev, c'est vraiment cool. Trop bien. Et du coup, ça répond en partie à la question d'Adrien dans le chat, mais Emmanuel, tu peux peut-être compléter. Adrien demandait si l'IA PBX recommande aussi des idées d'AB test. Donc là, on voit qu'il s'est adapté à un AB test pour qu'il soit pertinent avec l'exemple de Rémi. Est-ce qu'il y a
aussi cette couche. Tu parlais d'itération, d'idéation au départ tout à l'heure. Ça permet ça? Oui, exactement. En fait, la partie PBX Build va focaliser sur la création, mais en prenant le contexte du site. Donc, on ne va pas avoir besoin de repréciser sa charte graphique. Il va recommander un design qu'on accepte ou pas. Et ensuite, surtout, on peut aussi intégrer des maquettes Figma avec notre intégration si on a déjà un designer qui a travaillé sur le sujet. Mais il prend en contexte, comme disait Rémi, le stack technique, donc la logique de single page application, d'éléments dynamiques. Tout ça va être pris en compte en incluant la charte graphique. Pour la partie idéation, c'est l'agent PBX Ideate qui est basé sur un framework de plus de 25 000 tests pour aller proposer des idées pertinentes d'amélioration par rapport au site. Du coup, on va vraiment scanner le site, scanner des pages et proposer avec un score des idées de tests pour dire voilà, celle qui va avoir le plus d'impact. Et derrière ça, ce qui est génial, c'est qu'on a déjà le prompt qui va être généré avec une hypothèse prêt pour PBX Build. Il y a des trucs comme ça, Rémi, que tu as testé avec des suggestions IA que tu n'aurais jamais testé sans ou, enfin, bon, déjà, tu peux le faire parce que ça te prend beaucoup moins de temps, mais est-ce que ça t'a amené à avoir des bonnes En fait, moi, ce qui m'a, du coup, sur les suggestions IA de tests, c'est surtout les tests, on va dire, légers, auxquels on ne pense pas vraiment, qui ont donné des idées pour des futurs tests. C'est par exemple des formes de CTA ou des petites évolutions auxquelles on ne pense pas. Mais tu dis qu'avec la suggestion et toute la base de données qu'ils ont derrière, ça vaut le coup de les tester sur le long terme. C'est trop bien. Gagnant. Trop bien. Et vous avez vous avez des next steps, des nouvelles choses que vous voulez tester, des petites galères que vous voulez résoudre. C'est quoi la suite? Du coup, la suite, là, ce que j'ai mis, ça va être l'optimisation de notre checkout. Et cette année, en 2026, on est dessus, quoi. Ok, gros morceau, parce que c'est toujours touchy de couper cette étape-là. Ouais. Ok, trop bien. Eh ben, merci beaucoup, Emmanuel et Rémi. Je vérifie si on a des questions dans le chat avant de passer au cas suivant. Laetitia demandait si le code des tests AB était injecté dans le code principal du site. Emmanuel, tu as un peu répondu. C'est en surcouche, en fait. C'est en surcouche du site pour la partie client-side, mais justement, avec la partie ship et les MCP, on va pouvoir adapter ce code qui a été généré pour être en surcouche pour l'intégrer à la code base, aux sources, et du coup venir avec des agents comme Cursor, Codex, de code, de se connecter à nos API MCP, du coup, pour venir récupérer la variante gagnante et la mettre en production. Donc, à la fois, ça peut être en surcouche ou dans le code base, en fonction de quel module on utilise chez Cameo. Ah ouais, l'intégration qui est les LLM sur du code, c'est bluffant ça. Ça doit avoir potentiel, trop bien. Et dernière petite question pour vous, Adrien demandait à Rémi si il y avait des éléments que tu pouvais partager sur les gros gains sur les fiches produits, des choses qui ont vraiment fait la différence sur les gains que tu mentionnais au début. Ouais, donc sur les fiches produits, on a testé notre affichage de description d'une manière différente. On avait une partie en volet et une partie en menu déroulant en dessous. Ok. Ça, on a vu que c'était gagnant, la version en menu déroulant en dessous. Ok. Pareil sur nos prix affichés dans nos variantes couleurs sur nos pages produits. Ça, on l'a fait aussi avec Caméléon en test. On a aussi testé notre affichage packshot photo portée. D'accord. On a inversé la première image sur nos accessoires et baskets. Et pareil, c'est nos packshots qui étaient gagnantes, qui étaient version gagnante. Voilà. Ok. Cool. Bon, bah, merci beaucoup, Emmanuel et Rémi. Mission accomplie. Je vous avais demandé de me donner un cas concret d'IA qui a de l'impact. Je pense que la mission est entièrement remplie. Un immense merci à vous deux. On continue. L'agenda est chargé, alors j'enchaîne rapidement. Le temps file. Du coup, deuxième cas, on a du coup Raphaël qui est là avec nous pour nous parler un petit peu de ce que DataYads a construit avec Histoire d'Or. Peut-être qu'avant de nous parler d'Histoire d'Or, tu peux nous représenter rapidement ce que c'est DataYads en quelques mots, Raphaël? Oui, ça marche, Yves, merci. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, pour vous présenter DataYads, simplement, on est une plateforme d'activation de vos données produits e-commerce.
Voilà, notre cœur de métier, c'est de proposer une activation produit totalement unifiée qui fait le pont entre vos annonces publicitaires et la conversion finale sur votre site web. Donc, concrètement, on accompagne les e-commerçants sur l'ensemble du tunnel, voilà, de la notoriété jusqu'à la considération et la conversion, en Ok. utilisant l'IA pour maximiser l'efficacité. Et donc, on va optimiser les flux, on va générer des landing pages ou encore des contenus optimisés pour venir booster la conversion, comme des FAQ par exemple ou des reasons to buy. Et Ok. ça permet de booster le ROAS, globalement, la visibilité SEO, GEO et le taux de conversion. Ok, donc tu es Voilà. vraiment en amont sur la partie publicitaire et également aussi ensuite sur la conversion une fois qu'on arrive sur le site du retailer, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, on va plutôt parler effectivement de conversion, mais Ouais, on a aussi tout un volet publicitaire. Et voilà, on est certifié donc Google Gen AI Marketing Partner, et on est déployé dans une vingtaine de pays, utilisé par à peu près 80 marques là aujourd'hui. trop bien. Trop bien. Et donc, du coup, 80 marques, mais tu avais envie de nous parler aujourd'hui de ce que vous avez construit avec Histoire d'Or qui, malheureusement, n'a pas pu se joindre à nous, un agenda chargé, mais qui l'aurait fait avec grand plaisir. Donc, je remercie encore de partager ce cas-là. Tu veux nous dire 2-3 mots peut-être sur Histoire d'Or déjà pour replacer un peu la marque qu'on connaît tous, mais Ouais. qui reste quand même un énorme acteur du retail et de l'e-commerce? Ouais, avec plaisir. Isabelle, effectivement, pouvait pas se joindre à nous, mais à la dernière minute. Mais effectivement, Histoire d'Or, c'est un partenaire fantastique, un cas d'école du coup très très intéressant pour situer rapidement le contexte. Donc c'est une marque qui a 40 ans. C'est le leader incontestable de la bijouterie accessible en France. C'est une marque qui est entrée dans le quotidien des gens. Ils ont 400 points de vente. Il y a un Français sur 4 qui a franchi déjà la porte d'un de leurs magasins. Et sur la partie digitale, le e-com, c'est aujourd'hui à peu près 12% de leur chiffre d'affaires. Donc, ça grandit chaque année. Et pour un retailer traditionnel, c'est déjà un chiffre assez important. Et malgré ce leadership, ils faisaient face à des challenges de perf voilà, sur leur parcours digitaux, et notamment en fait sur la partie acquisition de trafic. Et sur leur levier principal qui aujourd'hui est Google, et notamment Google Shopping et Pimax. Et donc ils nous ont fixé en fait trois grands objectifs. Un premier objectif de réduction du taux de rebond, 10%, d'augmenter le panier moyen de 3% et d'améliorer le ROAS de ces campagnes, donc Google, de 10%. Et donc pour relever ces défis, on avait deux gros challenges majeurs à traiter. D'un côté, un enjeu d'agilité en fait en matière d'UX, c'est-à-dire qu'il fallait proposer une nouvelle expérience de navigation plus fluide, notamment sur le temps de chargement par exemple des pages, et puis sur l'UX pour aider les visiteurs qui arrivaient sur le site à trouver le produit idéal le plus rapidement possible. Et puis de l'autre côté, un enjeu de merch avec voilà, un système qui permettait de favoriser la découverte de leur catalogue, qui est extrêmement profond. Ils ont près de 10 000 références et très variées, avec la notion d'alliance, des montres, des bijoux en or, en argent, voilà, en exploitant donc les algos de recoproduits similaires, voilà, et en travaillant sur la pertinence de ces algos pour éviter que l'internaute quitte le site s'il n'a pas vu un coup de cœur immédiat sur le premier produit vu. Ok, trop bien. Alors du coup, vous avez mis quoi en place pour arriver? Parce que les objectifs ne sont pas si simples que ça à atteindre, donc j'imagine que le challenge a dû être assez costaud. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour y répondre? Ouais, écoute, on a déployé en fait nos Smart Landing Page dédiés dans un premier temps à leur levier d'acquisition principal, donc Google Shopping. Et là, l'idée, ça a été de repenser entièrement en fait l'expérience utilisateur dès l'atterrissage sur le site, autour on va dire cinq piliers clés. Le premier, ça a été la notion de pertinence. On a mis en avant des produits similaires issus de la même collection et dans la même gamme de prix
dès l'arrivée du visiteur sur la landing page, ce qui aujourd'hui dans une page produit n'est pas le cas parce que tu affiches un single product, c'est ce qu'on voit sur la gauche. Ouais. On a travaillé aussi autour de la fluidité de navigation avec des boutons de navigation croisés qui vous permettent un accès ultra rapide aux catégories connexes. On a travaillé sur l'efficacité aussi à l'action, tu vois, donc avec un double bouton d'action CTA ultra simplifié qui intègre directement l'ajout planier ou le retrait en magasin directement dans le bloc produit. On a bossé aussi, le quatrième point, c'est qu'on a bossé sur la visibilité avec ce bouton d'ajout au panier qui est sticky juste en dessous de la ligne de flottaison pour éliminer toute friction. Et puis le dernier point, c'est aussi de permettre la découverte de ce catalogue profond. Donc on a, comme vous pouvez le voir là sur les exemples, des produits similaires qui sont mis en avant avec un scroll infini. En full width avec donc 2 colonnes sur mobile et 4 colonnes sur desktop et qui vont proposer des recommandations cohérentes avec notamment la tranche de prix recherchée, ça peut être le métal, ça peut être l'occasion, voilà. Et tout ça, on va aller chercher les données en fait directement dans Google Merchant Center. Et donc cette approche, ça a été un processus d'amélioration continue. Si tu es juste sur la slide d'après, on va pouvoir voir un peu les différentes versions. Voilà, avec une V1, puis une V2 pour aboutir donc à la V3, actuelle. Donc on procède comme ça, souvent par itération. Et l'impact majeur est venu de la démultiplication de la conversion grâce notamment à la génération de contenu sur mesure par IA, quoi. Il y a des, Voilà, et donc, il y a des apprentissages un peu que tu as eu entre V1, V2, V3, parce que je ne sais pas sur combien de temps ça a duré, mais il y a des trucs un peu évidents qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché. Qu'est-ce qui a fait la ouais, différence? notamment alors sur la reco produit, on a un système qui est très orienté IA par rapport aux modèles de recommandation produits qui sont plutôt rule-based. Donc là-dessus, on a un temps d'apprentissage aussi qui est important. Et puis ensuite, on a retravaillé aussi toute la partie, on améliore aussi de façon itérative toute la partie web performance. Donc ça, on voit qu'il y a vraiment une corrélation très très forte entre le temps d'affichage des pages et la conversion. J'aime bien cette stat de Google qui dit que voilà, une amélioration du temps d'affichage de 5 à 1 seconde de la page produit, c'est 90% de chances de conversion en plus. Donc tu vois, il y a vraiment une sensibilité très très forte entre les deux. Ouais. Et puis ensuite, après, c'est des améliorations sur l'UX, voilà, qui sont des par petites touches à chaque fois, voilà, avec des logiques d'A/B test pour aller chercher des points d'incrément précieux. Ouais. Donc on fait un gros changement au démarrage avec vraiment une page qui change très fortement par rapport à la page produit. Ça, on sait que ça marche. Et puis ensuite, on va aller chercher des petits incréments avec voilà, des changements au niveau de la reco, au niveau de la web perf et puis au niveau de l'UX. Voilà. Et puis ce qu'on a là plus testé plus récemment aussi, c'est qui fonctionne bien, c'est notamment donc d'étendre en fait à de nouveaux canaux cette dimension. Ils ont un canal qui est hyper important chez Histoire d'Or, c'est le CRM. Donc ils étaient un peu bloqués avec leur solution de CMS pour créer des expériences fluides directement depuis la newsletter pour retrouver le même produit, la même PDP. Ils devaient renvoyer en fait, ils avaient des contraintes CMS spécifiques. Et donc du coup, on les a aidés à avoir une expérience aussi beaucoup plus fluide en termes de parcours sur cette partie CRM. Donc maintenant, le dispositif est sur l'ensemble de leurs canaux d'acquisition, plus le CRM. Voilà. Et puis si tu vas juste sur la page d'après, là on teste, on est dans de la génération de contenu aussi par IA. Donc voilà, avec l'enrichissement par image et vidéo de leur page produit. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on met en place chez pas mal de clients aujourd'hui, notamment avec les progrès de l'IA générative. Voilà, et toute la difficulté, c'est de le faire at scale sur un grand catalogue, sur 10 000 références, là en l'occurrence. Et donc, on part ce qui est la force de DataYad, c'est de se connecter aux données produits et d'être connecté avec l'ensemble des LLM du marché.
Et donc, on va créer comme ça, à l'échelle, des milliers, des dizaines de milliers de contenus qui respectent la cohérence de la marque. C'est hyper important pour une marque comme, de bijouterie comme Histoire d'Or, et en même temps, qui amène aussi une capacité de production très, très importante. Donc, tu vois, sur cette bague, on va aller la mettre en situation. Ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est qu'on est quand même dans des augmentations de l'ordre de 5 à 15% de la conversion à partir du moment où on intègre en fait des mini-vidéos de 3 à 7 secondes, on va dire, à l'intérieur de ces pages produits. Donc moi, j'encourage aussi beaucoup les gens qui nous écoutent à tester ces mécaniques de vidéo. C'était pas forcément possible avant parce que ça coûtait très cher. Maintenant, on arrive à sortir ce type de format pour quelques euros, avec des niveaux de qualité qui sont exceptionnels. Et ensuite, avec des solutions comme DataYads, à le scaler sur l'ensemble d'un catalogue, quoi. Voilà, donc globalement. Ouais, vas-y, pardon, Yves. Vas-y. Je voulais juste revenir sur les chiffres, peut-être de ces 2 slides Ouais. avant. Pardon, je vous fais faire un petit zigzag dans la présentation. Mais effectivement, voilà, les KPIs, par rapport aux KPIs qui ont été présentés, on a délivré, on a un peu même été au-dessus. Donc nous, on fait tout un exercice de projection des KPIs au démarrage d'un projet et qu'on va suivre comme ça par tous les trimestres lors de QBR. Et en gros, on est arrivé on avait plus 10 en ROAS, on a fait 18. Et donc avec notamment un taux de rebond qui a légèrement dépassé la cible initiale qui était de moins 10%. On a fait moins 13 en taux de rebond. Et c'est vrai que sur ces campagnes shopping, c'est l'indicateur clé. C'est l'indicateur clé. Et c'est vrai que c'est un pain très très fort. Ok, super. Il y a une question de Mathieu dans le chat que je me permets qui demande qu'est-ce qu'a apporté l'IA dans ce case, ou si je le tourne différemment, finalement, DataYads, il y a 3-4 ans, pourquoi vous n'auriez pas pu faire ça, et qu'est-ce que l'IA a vraiment débloqué sur tous ces cas de personnalisation là, que tu mentionnais? Alors, il y a plusieurs points. Il y a le premier point sur la partie UX, avec une capacité à modifier les pages de façon beaucoup plus rapide en intégrant le natural language. Donc là, ce qu'on a vu un petit peu sur la partie précédente, c'est aussi présent dans la plateforme. Ensuite, il y a sur la reco produit, où là, on a vraiment, nous, une approche full IA sur cette partie reco produit. Et puis, effectivement, merci d'afficher cette dimension-là. Toute la création de contenu aujourd'hui qui vient nourrir ces pages au-delà du cadre. Ça aurait nécessité plusieurs centaines de milliers d'euros sans IA. Là, avec l'IA, on se parle de quelques milliers d'euros pour arriver à couvrir le catalogue. Et puis c'est impressionnant les impacts et les évolutions des LLM sur la vidéo, c'est bluffant là, les dernières évolutions. Ouais, et c'est vrai que ça tous les 6 mois, on prend une nouvelle claque là-dessus. Ouais. Et il y a un sujet que tu trouves un peu galère, ou il y a un peu un prérequis pour toi pour se lancer sur un projet comme ça, pour être sûr que ça fonctionne? Et écoute, il y a notamment, alors sur la partie gouvernance, c'est un point qu'il faut arriver à bien aligner selon la taille de l'entreprise. Dans des grosses boîtes, souvent c'est un sujet qui est à cheval entre l'acquisition et le CRO. Dans des plus petites sociétés, c'est porté souvent par la même personne, mais voilà, donc c'est la notion de gouvernance du projet qu'il faut bien avoir en tête. Sinon, je dirais que d'un point de vue temps passé, ça reste un projet beaucoup plus light que de le faire en interne. Pour ceux qui ont déjà testé de faire des landing pages spécifiques en interne, c'est un sujet très 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 time consuming, notamment sur la maintenance des pages. Donc c'est plus le sujet de gouvernance dans des grandes entreprises à prendre en compte. Trop bien. Merci beaucoup Raphaël de ce partage. Clairement, c'est pas un projet qu'on peut imaginer en effet scaler sans derrière un vrai usage de l'IA
dans la solution pour permettre ça. C'est top. Merci beaucoup. Et merci à Histoire d'Or et Isabelle d'avoir accepté de partager le cas, que je salue d'ailleurs, parce qu'on a la chance aussi de travailler avec eux chez iAdvise. On termine avec un dernier cas, celui de Maison Berger Paris, et Nancy qui est là pour nous en parler. Donc, on a beaucoup parlé d'optimisation avant le site web, sur le site web, pour maximiser les performances. Et puis, là, on va parler un peu plus de l'expérience sur la page produit avec un assistant shopping IA. Peut-être, Nancy, avant de nous parler des résultats du projet et tout, on peut peut-être revenir sur le point de départ. Qu'est-ce qui t'a amené à lancer ce projet? C'était quoi le problème que tu voulais résoudre avec iAdvise? Alors, en fait, nous, on a un problème majeur. C'est qu'en fait, donc pour vous resituer un peu le contexte, donc Maison Berger Paris, si vous voulez, on est parfumeur d'intérieur. On est une marque qui a 130 ans d'existence et on est labellisé entreprise du patrimoine vivant. On est notamment connu en fait pour notre produit et un produit de niche qui s'appelle la lampe berger, donc qui est connu pour certains d'entre vous et peut-être un peu moins connu pour d'autres, mais c'est peut-être l'utilisation chez vos parents, grands-parents qui ont pu la faire connaître. Et on a vraiment, en fait, nous, le devoir d'avoir une pédagogie autour du produit et notamment autour de la lampe berger qui doit être très compréhensible par l'utilisateur. En fait, iAdvise nous permet d'améliorer, si vous voulez, l'expérience sur le site. Ça renseigne directement l'utilisateur sur les bénéfices du produit. Et ce n'est pas qu'un produit parfumant, mais ça permet aussi de détruire les odeurs et de décorer. Et ça, c'était vraiment un pain point, notre pédagogie produit. Comment demain on fait pour acquérir un nouveau client qui comprenne très bien nos produits et toute la pédagogie autour. Et surtout, comment aussi on refidélise un client existant, comment on lui fait augmenter sa fréquence d'achat. Et notre second pain point, principalement, c'est qu'en fait, on est une petite équipe e-commerce. Du coup, on a une seule personne au service client. Okay. Et en fait, on a lancé notre phase de POC avec iAdvise en plein Q4, donc pile juste avant les Black Friday. Ouais. Et en fait, ça permet vraiment de soulager notre service client en répondant aux problématiques autour de la marque et des produits que les consommateurs peuvent avoir comme question, en fait. Ok. Donc, en résumé, deux objectifs séparés mais très complémentaires qui sont comment j'aide à éduquer sur mon produit et du coup, de facto, comme c'est un produit complexe, c'est forcément aussi des demandes au support client. Donc, comment j'arrive à les réduire au maximum avec l'IA, c'est ça? C'est ça. Et en fait, comme vous le voyez en fait, sur le côté, du coup, ça s'intègre directement dans nos fiches produits sur le site. Assez en amont, juste après notre petite description produit, pas très loin de l'ajout au panier, en fait, pour que vraiment l'utilisateur ait une compréhension immédiate du produit, de ce qu'il va trouver sur le site, que ce soit pour le coffret, le parfum, parce qu'on vend du parfum en ligne, donc c'est pas forcément évident, vous le sentez pas. C'est très important, en fait, pour le client d'avoir ce ressenti-là, en fait. Trop bien. Je mets une petite vidéo un peu plus interactive pour vraiment montrer à quoi ça ressemble côté visiteur. Et du coup, toi, tu disais que vous étiez une petite équipe. Oui. Du coup, qu'est-ce que vous avez dû faire pour le configurer, l'alimenter, le faire fonctionner? C'est lourd à mettre en place? C'est combien de temps? Comment ça s'est goupillé tout ça pour enrichir l'agent? Alors, en fait, comment ça s'est passé? Donc, nous, il faut savoir qu'on est sous le CMS Shopify et iAdvise a une intégration avec Shopify, ce qui fait que ça se fait plutôt très rapidement. Notre équipe technique a pris en main le sujet avec Clotilde du côté d'iAdvise. Ils se sont mis d'accord sur la stack technique en à peine 24 heures. Ça s'est déployé assez rapidement. Pour vous donner une idée, je crois qu'on s'est mis sur le sujet un jeudi. Le lundi d'après, c'était lancé. Donc, ce n'est pas forcément lourd en termes d'intégration. C'est très simple puisque l'intégration est native.
Après, il faut juste savoir où on place cet assistant. Donc, pour nous, notre phase de POC, c'était sur les pages produits. Et ensuite, on l'a étendu sur notre foire aux questions et notre page de contact. Mais tout ça, en fait, ça a été assez simple. Donc, c'est pas forcément de contraintes techniques. La seule chose qu'on a dû prendre en compte, c'est faire attention à mettre à jour notre CMP pour bien que l'utilisateur soit consentant pour les cookies récoltés par iAdvise. Mais sinon, hyper simple, ça vient se connecter à votre Shopify et à toutes les ressources qu'on peut avoir, nous, en interne. iAdvise s'en nourrit et au fur et à mesure gagne de l'apprentissage. Plus vous lui posez de questions, plus il sera à même de vous répondre correctement. Donc, donc vraiment 2 sources d'informations. D'un côté, le catalogue produit pour répondre à ton premier objectif qui était d'améliorer la conversion et d'enlever tous les freins à l'achat. Et de l'autre, ta FAQ, enfin Zendesk, hein, c'est ça que vous avez en solution tout à fait. Pour aller exploiter toute cette base de connaissances et répondre aux questions. Exactement. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on en parlait un petit peu en off en début de semaine, c'est du 2 tiers à tiers à peu près, 2 tiers de questions qui sont très orientées produits et 1 tiers très orienté FAQ après-vente, c'est ça? Les ordres de vente? Oui, tout à fait. On a beaucoup de questions produits, puisqu'en fait, comme c'est du parfum, c'est en ligne, c'est comment on utilise nos produits, parce qu'on a une gamme de produits qui est assez étendue, donc on n'a pas les mêmes utilisations en fonction des produits. Donc tout ça, ça nécessite, comme je le disais au départ, beaucoup de pédagogie. Et donc les gens ont beaucoup de questions. Et qu'est-ce qu'on apporte, nous, de plus face à d'autres marques que vous pouvez retrouver dans d'autres magasins et aussi à moindre prix. Mais où est notre différence? Et c'est là où on doit, nous, être hyper pragmatique avec le consommateur. Ok, surtout avec un produit qui reste quand même assez complexe pour certains. L'impact, du coup, qu'est-ce qui t'en as retiré quoi? C'est quoi tes principaux enseignements après quelques mois maintenant? Alors, déjà, c'est que c'est une belle aide à l'achat. On se retrouve, en fait, donc on a généré un peu plus, pour vous donner une idée, de 13 000 conversations. Sur ces 13 000 conversations, on a eu un taux de conversion de 14%. Donc, ça veut dire qu'une fois que les gens ont eu leur réponse, ils arrivent ensuite sur le produit en général qu'ils souhaitent et ils passent directement à l'achat. C'est vraiment une grande aide pour ça. Et en fait, il faut savoir qu'on a été surpris par une donnée, notamment chez Maison Berger, c'est que 3/4 de ces conversations ont lieu en dehors des horaires ouvrés du service client. Donc, en fait, ma collègue travaille de 8h à 17h. Quand elle est là, bien sûr, elle répond aux demandes qu'on lui envoie par mail, par téléphone. Mais les gens se servent beaucoup de cette IA, en fait, en dehors de ces heures ouvrées. Et donc, quand vous cherchez une info produit à 22h, vous êtes bien content de tomber sur iAdvise et qui vous guide un peu plus dans l'achat de votre produit, tout simplement. Et je termine juste. Du coup, ça nous amène à une satisfaction client de 80%. Et pour vous donner une idée, on a un peu incrémenté notre chiffre d'affaires aussi, enfin même pas qu'un peu, mais pas mal augmenté notre chiffre d'affaires incrémental avec plus 11% du CA qui est généré en fait par iAdvise. Ok, trop bien. Ça répond un peu, je regarde les questions dans le chat, Nancy, ça répond un peu à la question d'Eliott qui demandait si tu voyais une perception négative quand le conseil il est fourni par une IA plutôt que par un humain, la satisfaction client. Alors, évidemment, vous avez des gens qui sont toujours réticents à l'utilisation de l'IA. Bien sûr. Nous les premiers, quelque part, parce que ma collègue du service client, par exemple, est très attachée à répondre humainement à chaque personne. Sauf que en période de Noël, de Black Friday, c'est très, très compliqué de répondre à tout le monde. Donc, elle y a vu quand même un avantage et on essaye au maximum dans les réponses de l'IA. Donc, c'est elle qui a formulé un petit peu toutes les réponses sur Zendesk. La FAQ, c'est nous, humains, derrière, qui les avons formulées. Donc, on a à cœur vraiment que l'IA réponde de manière humaine et pas de manière automatisée, robotique. Et ça, on essaye au maximum de le reproduire quand on met en place des IA conversationnelles, en tout cas. Ok, trop bien.
Très bien, très bien. Et puis, pour terminer, je vois le temps qui file, mais j'ai adoré ce que tu me partageais sur, finalement, au-delà des chiffres, il y a aussi un peu ce côté la voix du client et Oui, tout ce tout à que fait. vous apprenez des questions des visiteurs, c'est ça? Tout à fait. Alors, en fait, pour la petite anecdote, comme notre produit s'appelle la lampe berger, comme vous avez le mot lampe dans le nom du produit, les gens pensent que c'est un luminaire. Et donc, voilà, encore une fois, on parle de pédagogie produit, mais il faut leur dire que non, il n'y a pas d'ampoule à changer. C'est quelque chose qu'on remplit, c'est un diffuseur de parfum. Donc, ça nous remonte vraiment les pose un consommateur. Et en fait, aujourd'hui, ça va nous aider dans le futur à construire en fait aussi notre stratégie autour du SEO et JEO, donc qui est très orienté LLM et donc IA. Et on va se servir de toute cette base de connaissances en fait pour nous-mêmes nous améliorer sur la question et parfois même nos foires aux questions. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant d'avoir cette vue en temps réel sur ce que vos clients recherchent en fait, tout simplement. Trop bien, super. Et pour répondre à la question d'Eliott, en fait, on propose les deux. On a notre propre solution de gestion pour les agents humains, mais on propose également une intégration avec des solutions tierces comme Gorgias, Zendesk, de façon native. Donc, on s'adapte au stack client. Notre cœur de métier reste vraiment la dimension assistant shopping. Il est 12h01. C'est passé beaucoup trop vite, mais c'était super. Un immense merci, Nancy, pour ton retour d'expérience sur Maison Berger. Super passionnant. Merci beaucoup aussi, Raphaël, Emmanuel et Rémi, pour vos retours d'expérience sur Fago et Histoire d'Or. J'ai beaucoup aimé l'échange. Je retiens quand même une chose, c'est que ça ne se déploie pas non plus d'un coup de baguette magique. Ça demande un minimum de préparation, de la donnée propre, une équipe prête à itérer. Vous avez beaucoup parlé de V1, V2, V3, on teste, on apprend, mais c'est super de voir que quand c'est en place, les résultats sont là. On a vu 3 cas avec des résultats très clairs, très concrets, et donc mission accomplie. Merci à vous 4 d'avoir joué le jeu, et merci d'avoir partagé en toute transparence ces résultats. C'est vraiment génial. Si vous voulez creuser ces sujets avec les équipes de Chameleons, de DataAds et d'iAdvise, on vous donne rendez-vous sur LinkedIn. Rémi, Nancy, je suis sûr que ce sera avec plaisir aussi pour échanger avec vous de vos projets. Si vous êtes des pairs dans l'e-commerce, n'hésitez pas à les contacter. Ce sera un plaisir pour eux de partager leur expérience. Et puis, je termine avec un petit instant promo. Nos amis de Chameleon organisent leur grand événement Unite le 1er octobre. C'est ça, Emmanuel? Tu veux en dire 2 mots? Oui, c'est un événement européen qui attire nos clients, mais aussi d'autres experts de l'expérimentation, de la personnalisation. Et ça se passe à la Felicita Station F à Paris. C'est la 3e année qu'on le fait en France. Il y a aussi d'autres rebonds à Londres, à Madrid et aux États-Unis. Mais du coup, c'est un événement qui permet vraiment de partager avec les pairs, avec des experts. Trop bien. Eh bien, on vous partage le lien pour réserver votre place dès maintenant. Ça va être très chouette. En tout cas, les éditions passées ont été des vrais succès. Donc, j'ai curieux du programme de cette nouvelle édition. Ça s'annonce très chouette. Et puis, chez iAdvise, on organise une petite matinée chez un de nos clients, Nespresso, qui a accepté de nous ouvrir les portes de son coffee shop historique au Marais pour une matinée entre retailers le 23 juin. Donc, si ça vous intéresse, on se retrouve. L'idée, c'est vraiment d'avoir un moment d'échange. On est en train de préparer un petit programme qui est en cours de finalisation avec quelques retours d'expérience Nespresso et d'autres. Et puis, une petite masterclass de dégustation Nespresso, évidemment, dans le cadre de cet événement. Écoutez, c'est passé encore une fois extrêmement vite, mais j'ai beaucoup apprécié. Un immense merci à tous de vous être prêtés au jeu. Et puis, le replay sera disponible dans les prochaines secondes minutes. Et je vous dis à très vite. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. À très bientôt.